بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo sous forme de révision ou là, un petit résumé module traitement de signal. Bien sûr, on va commencer par définir c'est quoi un signal. Le signal, on peut dire que c'est une représentation physique de l'information. Pour le bruit, c'est bien sûr tout phénomène d'interférence. On peut avoir de bruit qui gêne la transmission et réception, l'interception du signal. Quelle est la relation qui relie le signal avec le bruit? C'est bien sûr le SNR, c'est bien le rapport signal sur bruit. Pour calculer le SNR, on doit calculer la puissance du signal divisée par la puissance du bruit. La SNR, c'est le rapport signal sur bruit, donc il est utilisé pour la mesure de degré de contamination du signal avec le bruit. On peut avoir le SNR en échelle logarithmique en décibels sous la formule suivante. Le SNR en décibels est égal à moins 10 log décimal de la puissance du signal divisé par la puissance du bruit. Maintenant, on passe aux fonctions usuelles utilisées en traitement de signal. On va commencer par la fonction signe. Nous avons par définition la fonction signe de t qui est égale à moins 1 pour t négatif est égal à plus 1 pour t positif. Ou bien, tout simplement, on peut la mettre dans la forme de t divisé par la valeur absolue de t, sachant que t doit être différent de 0. On passe maintenant à la fonction échelon unité. L'échelon unité E de t est défini par 0, il prend la valeur 0 pour t négatif et la valeur 1 pour t positif. Quelle est la relation qui relie l'échelon avec la fonction signe? C'est tout simplement la fonction échelon égale à 1 demi plus 1 demi signe de t. Si on va remplacer la fonction signe par moins 1, on aura 1 demi moins 1 demi, donc l'échelon prend la valeur 0 pour t négatif. Pour t positif, on doit remplacer la fonction signe par la valeur 1. Donc, on aura tout simplement 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1 pour t positif. On passe maintenant à la fonction recte. La fonction recte est égale à une constante, donc l'amplitude qui est égale à 1 dans notre cas. Pour t compris entre moins 1 demi et plus 1 demi, ou bien tout simplement t en valeur absolue inférieure à 1 demi. La deuxième valeur, c'est bien 0 en dehors de notre intervalle, ou bien pour la valeur absolue de t qui doit être supérieure à 1 demi. Pour la fonction rectangulaire généralisée, on peut la mettre de la forme suivante. C'est égal à grand A rect de t moins taux sur grand T. Sachant que A, c'est l'amplitude de la fonction recte, le taux, c'est bien notre centre du signal rectangulaire, grand T, c'est la période ou bien la durée du signal. On passe maintenant à la fonction triangulaire. La fonction triangulaire qui est égale à 1 moins la valeur absolue de t, pardon, pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, ou bien t compris entre moins 1 et plus 1, est égal à 0 pour t en valeur absolue qui doit être supérieure à 1. On peut avoir la fonction tri par le produit de deux fonctions rectangulaires. Pour un triangle généralisé, on peut la mettre la forme de x de t qui est égale à grand A l'amplitude du signal. La fonction tri, réservée pour représenter le signal triangulaire, t moins taux divisé par grand taux. Toujours taux, c'est le centre de notre signal. Grand T, c'est la durée du signal. Pardon. L'impulsion de Dirac maintenant.
nous avons n'importe quel signal x de t convolué avec le Dirac de t, ça donne le signal x de t. On peut dire que notre impulsion de Dirac représente l'élément neutre du produit, comme le 1 pour la multiplication et le 0 pour l'addition. Si nous avons un signal x de t qui est convolué avec Dirac de t moins t0, notre signal x de t prend le retard de l'impulsion de Dirac. Donc, on obtient x de t convolué avec Dirac de t moins t0, qui est égal à x de t moins t0. Si nous avons Dirac de at, une constante multipliée avec la variable temps, on peut la mettre sous la forme de Dirac de t divisé par la valeur absolue de A. On passe maintenant à notre signal qui est la peignée de Dirac. La peignée de Dirac de période grand T, tout simplement, c'est une somme. La somme, elle varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de T moins K par grand T. Donc, c'est une opération de répétition et très utilisée sur la partie échantillonnage. Tout simplement, pour avoir une répétition de notre signal x de t, on va prendre le signal x de t convolué avec Dirac, la peignée de Dirac. Nous avons une autre fonction élémentaire en traitement signal, c'est bien la fonction sinus cardinal. Le sinus cardinal de t, on peut le mettre tout simplement sous la forme de sinus pt divisé par pt. On a terminé avec les signaux usuels utilisés en traitement de signal. On passe maintenant à un petit rappel sur la transformée de Fourier. Nous avons que la transformée de Fourier de x de t, qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Sachant que la transformée de Fourier de la fonction Dirac de t égale à 1. La transformée de Fourier de cosinus x égale 1 demi de Dirac de f moins fa, ou la f0, pardon, plus Dirac de f plus f0. Pour la fonction sinus, donc nous avons que la transformée de Fourier de sinus x égale 1 sur 2g Dirac de f moins f0 moins Dirac de f plus f0. On passe maintenant à la transformée de Fourier inverse. Nous avons que la transformée de Fourier inverse de grand X de f égale tout simplement, donc qui est égal à x de t bien sûr, un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f multiplié par exponentielle g de pi f df cette fois-ci. Pour le spectre, nous avons tout simplement que le module ou bien la valeur absolue de x de f, ça représente l'amplitude. Et l'argument de x de n, qui est la phase de x de f, on appelle une phase ou bien tout simplement l'argument de notre signal. Toujours pour un signal qui est réel, nous avons que le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire. Et le spectre de phase, c'est une fonction impaire. Le conjugué de x de t, donc x étoile de t, égale tout simplement le conjugué de x de moins f. Si nous avons un signal x de t multiplié par une constante a, plus un deuxième y de t multiplié par une constante b, si on passe au calcul de la transformée de Fourier, les constantes restent les mêmes, donc on aura ax de f plus by de f. Pour la dérivée de notre signal x de t, il a pour transformer de Fourier g de pf par grand X de f. Un produit de convolution domaine temporel, ça devient tout simplement un produit simple domaine fréquentiel. Donc, x de t convolué avec y de t égale à grand X de f multiplié par y de f. Un produit simple domaine temporel, ça devient un produit de convolution domaine fréquentiel. Donc, vous aurez x de t par y de t
égale à grand X de f convolué avec Y de f. Maintenant, si nous avons un signal avec un retard x de t moins t0, et là, pour transformer de Fourier, grand X de f exponentielle moins g de pi f t0. On passe maintenant un petit rappel sur la fonction d'intercorrélation. Si vous trouvez le mot intercorrélation, c'est-à-dire vous aurez un produit entre deux signaux différents. Exemple, x et y. Si vous trouvez le mot autocorrélation, par exemple, auto, c'est-à-dire vous avez le même signal multiplié avec lui-même. Donc, vous avez x multiplié par x ou bien y avec y. Quel est le rôle de la fonction d'intercorrélation? C'est bien mesurer le degré de corrélation entre deux signaux. Vous devez utiliser la formule suivante pour calculer la fonction d'intercorrélation Rxy de taux. C'est l'intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t, le conjugué de x de t, multiplié par y de t plus taux dt. Pour l'autocorrélation, on a dit c'est le même signal. Donc, vous aurez Rx de taux. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x conjugué de t par x de t plus taux. Si on va remplacer dans la fonction d'autocorrélation taux par la valeur 0, donc vous aurez tout simplement la fonction d'autocorrélation la valeur 0 qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Et ça, bien sûr, c'est la formule, c'est pour calculer l'énergie. On passe maintenant aux propriétés des signaux, des fonctions d'intercorrélation ou bien autocorrélation. Vous avez la fonction d'intercorrélation xy de taux. Elle est commutative, donc on peut calculer, c'est la même valeur, elle prend la même valeur si on calcule r de y x de taux. La fonction d'autocorrélation Rx de taux, c'est tout simplement x conjugué de moins taux multiplié par x de taux. On passe maintenant un petit rappel sur la densité spectrale. Donc, vous avez W de x de taux, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, qui est Rx de taux. Tout simplement, si on calcule toujours la transformée de Fourier, c'est notre signal multiplié par exponentielle moins g de pi f taux des taux. Donc, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de Rx de taux par exponentielle moins g de pi f taux des taux. La densité spectrale Wxx de f, on peut la calculer domaine fréquentiel par le conjugué de x de f multiplié par x de f. Donc, ou bien x de f en valeur absolue ou bien en module élevé au carré. Pour l'énergie, on doit passer au calcul de théorème de Perceval. Si on va remplacer la fonction d'autocorrélation par la valeur 0, donc on a dit que c'est l'intégrale de moins l'infini, c'est la formule de l'énergie qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux élevé au carré en valeur absolue élevée au carré dt, ou bien on peut la calculer domaine fréquentiel par la densité spectrale, un intégral de moins l'infini à plus l'infini de wxx de f df. On a terminé avec ça, on passe maintenant à l'échantillonnage. Comment on peut faire le passage d'un signal analogique jusqu'au signal numérique? Tout simplement, on doit utiliser un échantillonnage plus une quantification. Donc, le signal de départ, c'est un signal analogique. On fait échantillonnage plus quantification pour arriver tout simplement à un signal numérique. Toujours x échantillonné de t, on peut la calculer par la formule suivante. C'est une somme de x de t par Dirac de t moins nte. Si on va passer à la transformée de Fourier de x échantillonné de t, c'est fe multiplié par la fréquence d'échantillonnage multipliée par grand X de f moins n par la fréquence d'échantillonnage fe. Pour le théorème de Shannon, toujours nous avons, pour ne pas perdre l'information lors de l'échantillonnage,
il faut toujours respecter le théorème de Shannon. Donc, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. On passe maintenant à la transformée de Fourier discrète. Si nous avons la période d'échantillonnage égale à 1, donc pour x échantillonné de t qui est égal à une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n, par Dirac de t moins n, on aura un signal discret. Et pour x de n, qui est notre signal discret, c'est x de n plus grand n, donc il est périodique. Si on veut calculer maintenant son énergie, nous avons que l'énergie de x, c'est la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini, de x de n en valeur absolue élevée au carré. Pour la transformée de Fourier, vous avez grand x de f, c'est la somme de notre signal discret x de n multiplié par exponentielle moins g de pi f n dn. Nous avons une remarque qui dit toujours que dans un signal échantillonné, le module du spectre, c'est une fonction périodique. Voici la représentation de notre signal direct de n. Donc, il prend seulement la valeur égale à 1 pour t égale à 0. Et pour les autres valeurs de t, il est nul. Pour l'échelon discret U de n, il est égal à 1 pour t positif et égal à 0 pour t négatif. Pour n négatif, pardon, ici. Ici, pas pour a de n multiplié par u de n, c'est une exponentielle décroissante. Sinon, on va multiplier n'importe quel signal avec la fonction échelon, c'est-à-dire on va rendre notre signal causal. C'est quoi un signal causal? Tout simplement, c'est un signal qui est défini à partir de 0, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Voici la représentation d'un signal cosinus, qui est un signal périodique sinusoïdal. Par contre, si nous avons grand A cosinus de 1, il est non périodique. A cosinus n pi sur 4, c'est un signal périodique de période grand T qui est égal à 8. On passe maintenant un petit rappel pour le calcul de puissance pour les signaux discrets. Si nous avons une période grand N, nous avons la formule suivante. Pi de x qui est égal à 1 sur grand N par une somme variant de 0 jusqu'à n-1 de x de n élevé au carré, en valeur absolue élevée au carré. Pour la puissance, on peut utiliser la formule suivante. P de x égale, si la limite pour grand N qui est envers l'infini, de 1 sur 2n plus 1 par la somme de n variant de moins n jusqu'à plus n, de x de n en valeur absolue élevée au carré. Quelle est la fonction de corrélation d'un signal? On va prendre l'exemple d'un signal à énergie finie. La fonction de l'autocorrélation Rx, x d'auto, c'est la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n par x conjugué de n moins taux. Pour un signal à puissance finie, on va utiliser la formule suivante. La fonction d'autocorrélation Rx de taux, c'est la limite quand grand n tend vers l'infini de 1 sur grand n plus 1, la somme variant de moins n à plus n, de x de n par x conjugué de n moins taux. Pour un signal périodique, nous avons Rx, x de taux qui est égal à 1 sur T0, la somme de moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2 de x de n par x conjugué de n moins taux. On passe maintenant à la convolution. Si nous avons un signal x de n convolu avec h de n, c'est la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de h de n multiplié par x de n moins 1. Ou bien, c'est la somme pour u variant de moins l'infini à plus l'infini de x de u par h de n moins 1. Pour les fenêtres, toujours pour limiter la durée d'un signal,
On va le multiplier par un signal rectangulaire à K, sachant que la transformée de signal convolue avec la transformée de la fenêtre rectangulaire dans ce cas. On passe maintenant pour la réduction des lobes secondaires, implique tout simplement l'élargissement du lobe principal. Nous avons plusieurs fenêtres. On peut utiliser la fenêtre de Hamming, sachant qu'elle est définie par la formule suivante. Donc, vous avez W de H qui est égal à X plus 1 moins, qui est égal à alpha, pardon, plus 1 moins alpha, multiplié par cosinus de pi k sur grand N pour K supérieur ou égal à 1 sur 2. Et elle prend la valeur 0 ailleurs. Si on va prendre le cas alpha égale à 1, on obtient une fenêtre de Hamming. On passe maintenant à la définition de la formule du fenêtre de Kaiser. Nous avons W de K est égal à I0 multiplié par bêta, la racine de n au carré moins 4, la fréquence d'échantillonnage élevée au carré, sur E0 Bn, sachant que K doit être supérieur ou égal à grand N divisé par 2. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.